Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, dans un marché de Lingwala à Kinshasa, un commerçant range ses cuisses de poulet importées sans savoir qu'un lot venu de Pologne, contaminé par la salmonelle et retiré des rayons européens, a failli atterrir sur les étals de la capitale. L'Office congolais de contrôle l'a intercepté à temps. Mais cette interception pose une question que nos concitoyens, de Kinshasa à Bruxelles, que Lubumbashi à Lisbonne, où certains d'entre vous nous suivent ce soir, ont le droit de se poser. Pourquoi un pays 7 fois plus grand que la Pologne dépend-il de son poulet? Ce soir, notre journal porte 3 lignes de tension. La première touche le nom même du parti au pouvoir. L'UDPS a porté plainte contre des hommes qui se réclament de sa propre jeunesse, la force du progrès, accusés de bavure que le parti ne veut plus assumer. La deuxième concerne nos assiettes et notre souveraineté. La troisième vient de Washington, qui frappe au cœur le circuit de l'or congolais pillé. Voici donc un pouvoir qui porte plainte contre son propre nom, à 13 jours d'une marche d'opposition annoncée pour le 8 juillet. Comment un parti en vient-il à poursuivre en justice ceux qui se réclament de lui? Micheline, ce dossier touche au cœur de la machine présidentielle. Un cadre de l'UDPS, Maître Hubert Mputu, est sorti cette semaine pour expliquer pourquoi l'UDPS poursuit en justice des hommes qui portent son drapeau. Et dans le même souffle, il défend le changement de la Constitution face à une église catholique qui dit non. 2 fronts, un seul parti. Je te confie ce dossier, dis-nous ce qui se joue vraiment. Bonsoir, Yolande. Bonsoir à toutes et à tous. Le fait est daté et il est clair. Cette semaine, le secrétaire général de l'UDPS et président par intérim du parti, Augustin Kabouya, accompagné d'un collectif d'avocats dont Maître Hubert Mputu, s'est présenté devant le procureur général près la Cour de cassation pour déposer une plainte. La cible, des individus qui se réclament de la Force du Progrès, une structure affiliée à la Ligue des jeunes du parti, et qui sont mis en cause dans une série de bavures. Maître Mputu a tenu à poser une distinction. Selon lui, la plainte ne vise pas la Force du Progrès en tant que telle, dont la mission se limite à la mobilisation des membres, mais des personnes qui se font passer abusivement pour elle. Il a cité des scènes précises. Des hommes vus aux côtés de la police en train de caillasser des opposants, d'autres donnant des ordres à un bourgmestre, des individus floqués, garde spéciale UDPS, machette à la main. Pour le cadre du parti, ce sont là des mains noires qui cherchent à salir l'image d'un parti qu'ils présentent comme non violent par idéologie. La plainte, a-t-il précisé, est déposée contre inconnus, mais contre des inconnus qui ne se cachent pas. Ils donnent des interviews, ils livrent leur nom, on sait où ils habitent. Il faut situer ce geste dans une continuité que notre rédaction observe depuis des semaines. Depuis les premières années de notre République, chaque grand parti au pouvoir a connu cette tension entre son sommet et sa base militante, entre le discours d'ordre tenu en haut et les débordements commis en bas. La nouveauté ici, c'est qu'un parti choisit la voie judiciaire contre une partie des siens. Mais il y a une mémoire que cette plainte rouvre. Sur ce plateau, un contradicteur a rappelé que d'anciens secrétaires généraux de l'UDPS, Jacques Chabani, Bruno Mavungu, auraient eux-mêmes été molestés au siège du parti. Maître Mputu n'a ni confirmé ni infirmé, renvoyant chacun à la responsabilité de ses déclarations. Nous tenons donc ces accusations pour ce qu'elles sont, des propos qui engagent ceux qui les portent, pas un fait établi. Reconnaissons d'abord un point au parti. Porter plainte plutôt que courir, c'est, sur le principe, accepter que la loi passe au-dessus de l'appartenance. Maître Mputu prétend même que l'UDPS est le seul parti à dénoncer ses propres dérives. Sur le papier, le geste est cohérent avec un discours d'état de droit. Mais l'arithmétique des faits invite à la nuance. Une plainte contre inconnu, déposée contre des hommes que le cadre lui-même décrit comme connus, identifiables et publics, interroge sur ce qu'on cherche réellement. Sanctionner des coupables nommés ou désigner un coupable anonyme pour protéger le nom du parti. Car pour le citoyen, l'enjeu est concret. Quand des hommes en tenue floqués au nom d'un parti érigent des barrières dans une rue de Kinshasa,
c'est la sécurité quotidienne du Quinois qui se joue, pas une querelle d'appareil. Et si la justice ne tranche pas l'identité réelle de ces hommes, le doute restera. Appartiennent-ils ou non à la maison qui les désavoue aujourd'hui? Sur ce point, le parti a posé un acte. Reste à savoir si le procureur ira au bout ou si cette plainte contre inconnu restera un nom sans visage. Yolande, c'est l'autre front que Maître Mputu a ouvert, qui éclaire le premier. La bataille de la Constitution. Justement, Micheline, parce que la même semaine, ce cadre de l'UDPS a croisé le fer avec l'Église catholique. La Senco dit qu'il n'y a ni utilité, ni urgence, ni opportunité à toucher à la Constitution maintenant. L'UDPS, elle, est déjà en campagne. Reprends-nous ce face-à-face. Volontiers. Le décor est le suivant. La loi référendaire a déjà franchi l'Assemblée et le Sénat. Il ne manque que la promulgation du chef de l'État pour la rendre exécutoire. Et au jour de cette édition, cette promulgation n'est toujours pas intervenue. C'est le dernier verrou et il est entre les mains du président. Pendant ce temps, l'Union sacrée multiplie les meetings et l'UDPS réitère son soutien au projet. Face à la SEMCO, Maître Mputu a choisi un terrain juridique. Il conteste à un prélat la qualité de parler au nom du peuple congolais. Son argument, un évêque consacré par le Vatican exprime un avis personnel. Quand un député tient un mandat électif, il invoque l'article 5 de la Constitution, qui prévoit que le peuple exerce son pouvoir par voie de référendum, et il renvoie la question de l'opportunité aux seules autorités du pays. Quant à la marche du 8 juillet, qui appelle à la démission du chef de l'État, il y voit une violation de l'article 64 et un procès d'intention fait au président. Le référendum n'étant pas, selon lui, l'affaire d'un homme, mais celle de tous les Congolais. L'honnêteté commande de reconnaître la solidité d'un de ses arguments. Il est exact que la Constitution a déjà été modifiée par le passé sans consultation populaire, notamment sous le régime précédent. Sur ce point, le cadre de l'UDPS ne ment pas, mais le questionnement demeure entier, et il ne porte pas sur le droit de réviser. Il porte sur le moment et sur la méthode. Réviser pendant que des pans entiers du Nord Kivu et du Sud Kivu échappent à l'autorité de l'État, est-ce consulter le peuple souverain ou consulter la moitié d'un peuple pendant que l'autre vit sous occupation? Voilà la question que l'argument juridique n'épuise pas. Et c'est là qu'une autre voix de l'Union sacrée a apporté une précision lourde de sens. Yolande, à toi de la révéler, parce qu'elle change le calendrier de tout le pays. Merci, Micheline. Cette précision, la voici. Un membre du Présidium de l'Union sacrée, l'ancien ministre délégué à la Défense, Sylvain Mutombo, a déclaré que le référendum n'interviendrait qu'après la reconquête des territoires occupés par l'AFC M23. Autrement dit, le pouvoir lie désormais la réforme à la reprise de Goma et de Bukavu. Maître Mutombo a aussi défendu le changement en invoquant une armée qu'il décrit comme poreuse à son arrivée et des officiers arrêtés qui auraient reconnu une nationalité rwandaise. Nous tenons ces affirmations pour des positions exprimées, non pour des faits jugés. Et au milieu de ce bras de fer, une organisation de défense des droits humains, la Voix des Sans-Voix, appelle le chef de l'État à intervenir personnellement pour décrisper le climat. Le 8 juillet dira si cette décrispation a eu lieu ou si la rue aura parlé avant elle. D'ici là, la Constitution attend une signature. Et le pays attend de savoir laquelle, de la conscience ou du calendrier, l'emportera. De la bataille pour la Constitution, on passe à une bataille qui ne se discute pas dans les hémicycles, mais se mène lit par lit, dans l'est du pays. Ce jeudi 26 juin, à la Cité de l'Union africaine, le président Félix Tshisekedi a présidé une réunion de la Task Force nationale contre l'épidémie d'Ebola de souche Bundibugyo. À l'issue de cette séance, des directives strictes ont été arrêtées. Déploiement renforcé de la police nationale congolaise et des agents de santé autour des foyers. Contrôle de température et d'hygiène et confirmation d'une période d'observation obligatoire de 21 jours pour les contacts avérés.
assorti d'une restriction de voyage pour les résidents des zones affectées. Ce dispositif n'arrive pas dans le vide. Il fait suite à la première sortie du virus hors de nos frontières vers l'Europe cette semaine. Et il s'appuie sur un appui extérieur concret. Le Royaume du Maroc a acheminé le 22 juin, à bord d'un C-130 de son armée de l'air, plus de 9 tonnes de médicaments, d'équipements de protection et de matériel de laboratoire, destinés au contingent marocain de la MONUSCO en Ituri. Un second pont aérien, avec une équipe médicale spécialisée, est annoncé. Citons les chiffres tels que le ministre de la Santé, le Dr Samuel Roger Kamba, les a présentés à cette réunion. Plus de 1100 cas recensés et 277 décès, soit une létalité de 26%. Ces chiffres, nous les tenons à côté du rapport épidémiologique de l'Institut national de santé publique arrêté au 22 juin, qui posait 1094 cas, 277 décès et 115 personnes guéries. Les comptages diffèrent par leur date d'arrêté, pas par leur tendance. La barre des 1000 cas est franchie, la létalité tourne autour de 25 à 26%. L'autorité urbaine de Kinshasa, Daniel Bumba, certifie pour sa part l'absence totale de cas dans la capitale. Reconnaissons ce qui avance. 115 de nos concitoyens sont déclarés guéris. L'aide internationale arrive et aucune nouvelle zone de santé n'a été touchée selon le dernier rapport. Mais une question reste suspendue au-dessus de ces tonnes de matériel et de ces déploiements policiers. 21 jours d'isolement, c'est la durée maximale d'incubation connue du virus. Le pouvoir tient le calendrier de l'incubation. Reste à savoir s'il tiendra avec la même précision le calendrier de la confiance des communautés, sans laquelle aucun cordon sanitaire ne tient. Et de la santé qui vient de l'extérieur, on glisse vers ce qui entre dans nos assiettes par la même porte. Car ce poulet contaminé que j'évoquais en ouverture n'est pas un fait divers sanitaire. C'est le révélateur d'un choix de société. Un lot de 1384 colis de cuisses de poulet congelées contaminés par la salmonelle a failli atterrir dans les assiettes congolaises. L'Office congolais de contrôle l'a intercepté, sur la base d'une notification européenne datée du 28 mai. La marchandise venait de Pologne, transitait par l'Espagne et était destinée à un importateur de Lingwala à Kinshasa. Sur ce point, le travail a été fait et bien fait. L'OCC n'est pas en cause. Elle est même la seule institution qui, ce jour-là, a fait son devoir jusqu'au bout. Le problème commence là où s'arrête le mandat de l'OCC. Pourquoi un poulet congelé, élevé à plus de 9000 km de Kinshasa et retiré du marché européen pour contamination, se trouvait-il sur le chemin de nos marchés? La réponse tient en un mot, la dépendance. Et cette dépendance n'est pas une fatalité géographique. C'est le produit de décisions qui relèvent d'une responsabilité politique nommée, celle du ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage et du gouvernement. Le chiffre, c'est le pouvoir lui-même qui le cite. Le 11 décembre 2024, devant le Parlement, le président Félix Tshisekedi a posé que la République démocratique du Congo consacre chaque année 3 milliards de dollars à l'importation de produits alimentaires. 3 milliards qui quittent le territoire pour acheter à l'étranger ce que notre sol pourrait produire. Pour la seule volaille, les importations sont passées de près de 123 000 tonnes en 2019 à plus de 142 000 tonnes en 2023, selon les données de Trade Data Monitor reprises par l'USDA. Sur la période même où le mot souveraineté était répété, la dépendance avicole s'est aggravée. Mettons les deux pays côte à côte. La Pologne, c'est 312 000 km², 7 fois et demi plus petite que notre pays, 3 fois moins peuplée, un climat rude où le poulet ne sort pas la moitié de l'année. Elle produit pourtant 3,25 millions de tonnes de volailles par an et en exporte plus de la moitié. Une volaille sur 5 de l'Union européenne est polonaise. Retournons le miroir. La RDC dispose de 80 millions d'hectares de terres arables, dont environ 1% seulement est cultivé selon la FAO. La Banque africaine de développement estime que le pays pourrait nourrir jusqu'à 2 milliards de personnes. L'écart ne tient ni à la terre, ni au climat, ni au bras. Il tient à une filière que l'État devait construire.
La Pologne a bâti la sienne. Couvoir, fabricant d'aliments, abattoir. Le Congo a la terre et le marché, mais pas la chaîne qui les relie. Et cette dépendance se paie 3 fois. En devises, avec ces 3 milliards qui partent au lieu d'irriguer l'économie. En emploi, car l'aviculture à cycle court est précisément la filière qui crée vite de l'emploi rural. Chaque tonne importée est une tonne d'emplois congolais non créés. Et en sécurité sanitaire, car tant que le Congolais dépend du poulet importé, il dépend des contrôles d'autrui. L'alerte de cette semaine n'a été possible que parce que l'Europe a notifié le lot. Le jour où une notification étrangère manque, c'est la santé du consommateur congolais qui est exposée, au bout d'une chaîne du froid déjà fragilisée par les coupures d'électricité. Le gouvernement ne peut pas plaider l'ignorance, car il a lui-même posé le diagnostic, à répétition. États généraux de l'agriculture en septembre 2021, sous le signe de la souveraineté alimentaire. Conseil des ministres du 18 octobre 2024, approuvant un projet pilote avicole sur 8 pôles, avec un chronogramme de 24 mois. Puis, le 8 décembre 2025, au moment même où ce chronogramme arrivait à terme, le président annonçant de nouveau la mise en place de 8 pôles agricoles. Réannoncer en fin de parcours ce qui devait être livré, c'est reconnaître sans le dire que la première promesse n'a pas produit ses fruits. Aucun bilan public d'étape ne documente l'avancement de ces pôles. Et le compte-rendu du Conseil de 2024 mentionnait des sources de financement dont nul document public n'indique aujourd'hui ce qu'elles ont bâti. Ce silence n'accuse personne, mais sur un projet présenté comme un levier de souveraineté, l'absence de reddition de comptes est elle-même un fait que le contribuable a le droit d'interroger si un détournement financier a eu lieu ou non. Mais d'autres l'ont fait. L'Ouganda et la Zambie ont réduit leur dépendance et exportent désormais. Le Rwanda, aux terres comptées, obtient une productivité que le géant congolais n'atteint pas. La différence n'est pas dans le sol. Elle est dans la volonté politique appliquée dans la durée. Après les États généraux de 2021, le projet pilote de 2024 et la réannonce de 2025. Le prochain lot de cuisses avariées intercepté à Kinshasa dira lequel des 2 scénarios l'a emporté. Celui de la filière enfin bâtie ou celui d'une 4e promesse ajoutée à une liste qui n'a encore rien produit de mesurable. De la dépendance qui entre par nos ports, passons à la richesse qui sort par nos frontières de l'Est. Car si l'on importe notre nourriture, on exporte clandestinement notre or. Et cette semaine, c'est Washington qui a frappé le circuit. Le fait est daté du jeudi 25 juin. À travers son Office of Foreign Assets Control, le département américain du Trésor a placé sous sanction la raffinerie Gasabo Gold Refinery, basée à Kigali, accusée d'avoir servi d'intermédiaire dans l'exportation illégale d'or extrait des zones du Sud Kivu sous contrôle de l'AFC M23. Selon les autorités américaines, au moins 600 kg d'or, représentant plusieurs millions de dollars, auraient transité par cette filière au début de l'année 2026 sous l'escorte directe des forces de défense rwandaises. Sont également visés le président de la raffinerie, Jean-Malik Kalima, son directeur général, Bosco Kayobotsi, et 3 sociétés minières rwandaises. Replaçons ce geste dans sa portée pour la nation. Ce qui est neuf ici, ce n'est pas l'accusation générale d'un pillage que les rapports onusiens documentent depuis des années. Ce qui est neuf, c'est qu'un État tiers nomme une entreprise précise, une raffinerie précise, et établit dans un document officiel que de l'or congolais a été escorté par une armée étrangère sur notre sol. Le Trésor américain relie directement ses revenus au financement militaire du M23 et rappelle que l'effondrement en mars 2026 d'une galerie de la mine de coltan de Rubaya sous contrôle rebelle aurait coûté la vie à plus de 200 personnes. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, y a vu la validation d'une thèse. Pour l'ancien gouverneur du Nord Kivu, l'escorte des forces de défense rwandaises mentionnées par l'OFAC constitue une preuve de la présence militaire rwandaise sur notre sol, en violation directe des engagements pris. Nous rapportons son analyse comme une position du gouvernement, pas comme un verdict. Mais le fait documenté, lui, demeure.
une administration étrangère, par des actes juridiques et non par des mots, désigne le circuit qui transforme nos ressources en armes contre nous. Et il y a une date que ce dossier rend irréfutable. Demain, 27 juin, marque très exactement 1 an depuis la signature à Washington de l'accord de paix entre Kinshasa et Kigali, qui engageait le Rwanda à retirer ses forces de l'Est. 1 an plus tard, c'est le Trésor américain lui-même qui décrit ses forces escortant de l'or congolais. Entre la signature d'un accord et l'escorte d'un trafic, 12 mois ont passé. C'est dans cet intervalle que se mesure la distance entre une promesse de paix et la réalité du terrain. Et puis que l'on parle de la voix de notre pays dans le monde, voici un autre terrain où la RDC cherche à peser, la francophonie. Cette semaine, la candidature de la Congolaise Juliana Lumumba au secrétariat général de l'Organisation internationale de la francophonie a connu 2 étapes diplomatiques. À Rabat, le ministre délégué à la francophonie et à la diaspora, Maître Crispin Mbadou, porteur d'un message du président Tshisekedi au roi Mohamed VI, a sollicité le soutien du Maroc à cette candidature. À Bruxelles, le même jour, le projet de la candidate, baptisé Académie francophone de la paix, a été présenté au Palais d'Egmont et la Belgique s'est dite prête à l'accompagner. En quoi cela change-t-il l'avenir de notre nation ? Parce que la RDC est le plus grand pays francophone au monde par sa population et qu'elle n'a jamais dirigé l'institution qui porte cette langue. L'élection se tiendra les 15 et 16 novembre à Phnom Penh, au Cambodge, et pour la première fois par un vote des chefs d'État, non plus par consensus. 4 candidats sont en lice. Outre Madame Lumumba, la Mauritanienne Kumbaba, le Roumain Dacian Ciolos et la Rwandaise Louise Mushikwabo, secrétaire générale sortante qui brigue un 3e mandat. Que la candidate congolaise affronte directement la candidate rwandaise pour cette tribune n'est pas un détail. C'est sur le terrain feutré de la diplomatie culturelle, le prolongement d'un rapport de force que nos concitoyens connaissent ailleurs sous une forme bien plus dure. À Phnom Penh, en novembre, on saura si le poids démographique du Congo se convertit enfin en influence, ou s'il reste, une fois encore, une promesse non tenue. Voilà pour nos grands dossiers. Pour la suite de l'actualité de ce vendredi, je passe la parole à Daniela, qui a réuni pour vous ce que cette journée a produit en marge des grands titres. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Yolande. Commençons par l'effort de guerre, là où l'État cherche des moyens. Le vice-premier ministre de la Défense, Guy Kabombo Mwadiamvita, a instruit le Fonds de soutien et de développement des FARDC de lancer une mission de mobilisation de ressources auprès des institutions et des comptes spéciaux. Ce fonds, institué par ordonnance présidentielle le 20 mars 2026, doit financer la modernisation de l'armée face à la guerre d'agression. Pour nos concitoyens, le message est que la défense devient l'affaire de tous, y compris des partenariats privés et des personnes physiques. Et puisque l'effort se joue aussi devant les juges, le garde des Sceaux Guillaume Gueffa était à La Haye, reçu le 23 juin par la présidente de la Cour pénale internationale, Tomoko Akane. Il y a réclamé plus de célérité dans le traitement des crimes commis dans l'Est, plaidé pour le renforcement de la justice congolaise et exploré des coopérations en sciences forensiques avec l'Institut médico-légal néerlandais. Pour les victimes, l'enjeu est simple. Chaque retard de la justice internationale prolonge le sentiment d'abandon. Cette quête de moyens se prolonge enfin au Sénat, convoqué ce vendredi 26 juin en session extraordinaire. À l'ordre du jour, signé par la rapporteure Nefertiti Ngutianza, figure notamment la ratification d'un accord de sécurité avec la Turquie, un financement de 200 millions de dollars pour l'aéroport de Luano à Lubumbashi et un crédit pour le complexe hospitalier de la ville nouvelle de Kinshasa. La session intervient moins de 2 semaines après la clôture de la session ordinaire. Quand l'armée cherche de l'argent, que la justice cherche de la célérité et que le Sénat ratifie des prêts, c'est le même État qui tente, sur 3 fronts, de tenir un pays en guerre.
Et cette tenue passe aussi par les mines, dont nous avons vu ce soir qu'elles financent la guerre. À Washington, justement, au-delà des sanctions contre Gasabo Gold, le conseiller du président Trump pour l'Afrique, Massad Boulos, a salué jeudi l'engagement de Kinshasa et de Kigali pour un règlement pacifique, tout en exigeant l'application intégrale des accords, y compris le retrait rwandais et la neutralisation des FDLR. Cette déclaration suivait la 6e réunion du comité mixte de surveillance, tenue mercredi à Londres. Pour la nation, c'est la pression internationale qui se maintient sur le calendrier de la paix. De la pression diplomatique, passons à l'espoir minier intérieur. Le ministre des Mines, Louis Wautum Kabamba, a lancé ce jeudi 25 juin à Mbuji-Mayi, dans le Kasaï oriental, les activités de prospection du projet Mika, les mines de cuivre du Kasaï, fruit d'un partenariat entre la MIBA, LBK Construction et l'entreprise chinoise China Railway Resources Universal. L'objectif est de mieux connaître le potentiel cuprifère du Grand Kasaï. Pour une région longtemps minière, mais appauvrie, c'est la promesse d'un nouveau pôle d'emploi, à condition que la prospection débouche sur autre chose qu'une cérémonie. Et cette stratégie économique se prolonge avec les bailleurs. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a tenu jeudi à Kinshasa une séance de travail avec le responsable pays de la Banque africaine de développement, Mohamed Chérif, pour affiner 8 segments prioritaires de transformation de l'économie, des infrastructures industrialisantes à la transformation agricole. Une équipe technique conjointe a été mise en place. D'un bout à l'autre de cette grappe, des sanctions de Washington au couloir du Kasaï, un même fil. Le sous-sol et le sol congolais restent l'enjeu autour duquel tout le monde, ami comme adversaire, ajuste sa position. Terminons par la table où le chef de l'État appose sa signature. Le président Félix Tshisekedi a promulgué plusieurs lois autorisant la ratification d'accords de financement avec la Banque africaine de développement et l'Association internationale de développement. Parmi eux, 250 millions de dollars pour la gestion des déchets solides et la création d'emplois à Kinshasa, dénommé Kimbopeto Phase 1, et 300 millions pour un projet de compétences et d'emploi. Pour les foyers de la capitale, ces montants se mesureront à l'aune des emplois et de la propreté qu'ils produiront réellement. De la dette, passons à la représentation. Par une série d'ordonnances signées le 22 juin, le chef de l'État a nommé de nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires. Roger Bokala Bonpolonga auprès de la République du Congo, Jean Diour Moulande auprès du Togo et Mwadja Binene Fidel auprès de l'Ouganda. 3 postes voisins, dont l'un, Kampala, est tout sauf anodin au regard de la situation à l'Est. Et puisque ces nominations engagent notre diplomatie, rappelons enfin le contexte qui les porte. Ces ambassadeurs partiront représenter un pays en guerre, dont la frontière orientale reste contestée et dont les ressources, nous l'avons vu ce soir, alimentent encore les comptes d'autrui. 3 lettres de créance signées d'un trait de plume. Reste le plus difficile qui ne se signe pas. Faire en sorte que la parole de ces hommes pèse enfin plus lourd que le silence qui nous a si souvent coûté. Merci Daniela. De l'effort de guerre aux nominations diplomatiques, ces brèves dessinent un État qui signe, ratifie et nomme, pendant qu'une partie de son territoire lui échappe encore. Avant de nous quitter, retenons l'essentiel de cette soirée. Le parti au pouvoir, l'UDPS, a porté plainte devant le procureur général près la Cour de cassation contre des hommes se réclamant de sa force du progrès, tout en défendant, par la voix de maître Hubert Mputu, un changement de constitution que la Senco juge inopportun, à 13 jours d'une marche d'opposition annoncée pour le 8 juillet et alors que la promulgation de la loi référendaire n'est toujours pas intervenue. Voilà le cœur battant de ce vendredi 26 juin. La pensée que je vous laisse ce soir nous vient de Patrice Emery Lumumba, dont une héritière brigue aujourd'hui la francophonie. Il disait que l'histoire d'un peuple ne s'écrit ni à Bruxelles, ni à Paris, ni à Washington, mais par les peuples eux-mêmes. Ce soir, entre un poulet venu de Pologne,
un or qui part vers Kigali et une signature présidentielle attendue, la question est de savoir qui tient réellement le stylo de notre histoire. Le pouvoir d'écrire est entre des mains congolaises. Reste à savoir ce qu'elles en feront. Nous nous retrouvons dès demain pour une nouvelle édition. Que Dieu bénisse la République et que la nation veille sur chacun de vous. C'était Yolande pour Inside News RDC. Je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne continuation. N'oubliez jamais, les faits d'abord et toujours.